Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Dans l'actualité de ce vendredi 23 octobre, à J-1 de l'instauration du couvre-feu, les travailleurs de l'Aube et parents d'élèves s'interrogent quant à une levée de la mesure initialement prévue à 6 h du matin. Au final, le décret publié aujourd'hui modifie l'horaire, le couvre-feu prendra fin à 4 h du matin finalement. Ce soir, dernier jour de fête pour les noctambules. Comment s'organisent les autorités municipales? Redoutent-elles une affluence particulière dans les rues? Nous poserons la question à Patrick Bordet, en charge de la sécurité à la mairie de Papeete. Alors que les hospitalisations ne cessent d'augmenter au CHT de Pire, nous nous intéresserons à l'hôpital de jour Ora Ora, un service relais qui fonctionne à plein régime et prend en charge les patients à leur sortie de séjour en soins intensifs. Les salles de sport du Fénois sur la sellette, les gérants des 18 établissements montent au créneau et redoutent une fermeture prochaine, synonyme de mort annoncée. Ils en appellent au haut-commissaire et réclament des éclaircissements sur l'avenir de leur activité. Les vacances d'octobre ont débuté pour les élèves de Polynésie. Certains d'entre eux vont pouvoir rentrer dans leurs îles d'origine. Mais attention, selon les archipels, des précautions sont prises pour éviter toute contamination des populations. Le couvre-feu entrera en vigueur dès demain soir sur Tahiti et Moorea. Si la mesure ne surprend pas les Polynésiens, en revanche, la levée du couvre-feu initialement prévue à 6 h du matin laisse perplexes les travailleurs de l'Aube. Concrètement, ils ne devraient pas être contrôlés, mais la population s'interroge. Thierry Stampfler, Marcel Bonneau. 5 heures à peine, la presqu'île s'éveille, les premiers véhicules circulent, parfois en direction de la zone urbaine. Sur la RDO, le trafic se densifie peu à peu. Il n'est pas encore 6 heures, l'heure qui était prévue à l'origine pour la levée du couvre-feu. La perspective de devoir se munir de dérogations n'enchantait guère, mais les Tahitiens sont désormais habitués à cette petite gymnastique. Le matin, ça embête aussi parce qu'on a plein de gens qui vont au travail avant 6 heures. Ma femme prend le bateau à 6h moins 10 ce matin, donc il va falloir faire des attractions tous les jours. Et avec 3 enfants, ça va pas être évident. Et c'est chiant, hein? S'il y a la circulation, on arrivera en retard et c'est tout. On fera avec. Je suis agriculteur, je fais des livraisons et tout, et puis je livre des fleurs. Donc tu auras une attestation, quoi? Oui, j'ai déjà l'attestation là. Si, c'est sûr que j'aurai mes attestations, donc qu'il y ait des contrôles ou pas. Ok. Voilà. Ton employeur va te le donner sans problème? Ouais. C'est prévu déjà? Oui. Tu crois qu'il va y avoir des contrôles ou pas, tôt le matin? Je crois pas. Je pense pas. Il faut qu'ils se lèvent à 4 h, les fonctionnaires. C'est des fonctionnaires qui vont contrôler, donc je pense pas, non. Tu penses quoi du couvre-feu? Tu penses que ça va ou Je pense qu'on n'avait pas trop le choix et que c'était ça ou le confinement. Donc, Histoire singulière, ce jeune homme, lui, vient travailler à vélo de Paea à Papeete et il semblait certain qu'il croiserait désormais les gendarmes. Et quand tu viens à vélo de Paea, tu pars à quelle heure? 4 h du matin, 3 h. Ouais. 3 h 30 du matin, ouais. Et tu crois qu'ils vont t'embêter si tu circules pendant le couvre-feu? Oui. Ouais, vraiment? Oui. Mais les travailleurs lève-tôt n'avaient aucune raison de s'inquiéter, car ils n'étaient pas du tout visés par l'instauration du couvre-feu. Ça signifie que notre problématique principale, c'est le début de nuit, jusqu'en milieu de nuit, on va dire, 2 h, 3 h du matin. Et le matin, je dis aussi très directement, c'est pas le problème. Personnes qui vont travailler, leur vie va continuer. Du côté de la population, reste quand même beaucoup d'interrogations, dont on retrouve les échos tous les matins dans l'émission de Libre Antenne Radio sur Polynésie la Première. Bien souvent, c'est parce qu'il y a un manque d'information, parce qu'on ne leur a pas dit qu'il était quand même possible de partir travailler. À ce moment-là, nous, on est là pour leur préciser quand on a la réponse. Mais évidemment, il y a plein d'inquiétudes, parce que c'est un bouleversement dans la vie de chacun, quoi. Instauré à 21 h ce samedi, entamé ensuite pendant les 2 semaines de vacances scolaires, le dispositif du couvre-feu est prévu pour l'instant jusqu'au 16 novembre. Oui, et finalement, dans ce contexte particulier à la Polynésie, le décret publié aujourd'hui fixe un horaire différent. Le couvre-feu débutera bien à 21 h, mais il sera levé à 4 h du matin à partir de demain soir. Donc. Et ce soir, dernière soirée pour les noctambules qui veulent faire la fête. Vont-ils en profiter ou préfèrent-ils anticiper le couvre-feu en restant tranquillement à la maison? Comment les autorités se préparent-elles à cette mesure? Nous posons la question à Patrick Bordet, en charge de la sécurité à la mairie
de Papeete. Bonsoir Patrick. Alors avez-vous prévu un dispositif particulier en cette veille de couvre-feu ? Oui, bonsoir. Effectivement, la mise en place de ce couvre-feu nous a amené à revoir notre stratégie de contrôle. Nous allons pendant plusieurs heures sillonner les routes de la ville. Nous le faisons en concertation avec les agents de la DSP. Et je peux vous dire que pour les premiers échos qui m'ont été faits retour, la ville est plutôt calme, à notre grand étonnement. Ah oui, justement, vous redoutiez une affluence particulière pour cette dernière soirée de fête ? Effectivement, nous y avons pensé dans la mesure où certains réseaux sociaux avaient lancé des appels pour prévenir que ça allait être la dernière soirée où vous allez pouvoir s'amuser comme vous voulez. Bon, j'ai l'impression que cet appel n'a pas eu autant d'effet que les lanceurs ont pu y croire. Et nous sommes heureux de pouvoir constater que la ville, au moment où je vous parle, est beaucoup plus calme qu'on ne l'aurait cru. Vous avez déjà eu un aperçu du couvre-feu il y a quelques mois, lors du confinement. Comment réagissait la population à ce moment-là ? Alors, il faut dire que nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes conditions. Le premier confinement était quelque chose à laquelle tout le monde devait se plier. Aujourd'hui, on nous laisse une part de liberté. On pouvait penser que les jeunes allaient en profiter davantage, mais il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas le cas. Et peut-être qu'on peut saluer ce soir leur sens de la responsabilité. Merci beaucoup Patrick Bordet. Je vous rappelle que le couvre-feu débute bien donc demain soir à 21h et il prendra fin à 4h du matin. La crise sanitaire et le couvre-feu au cœur des discussions entre le haut-commissaire et les maires aujourd'hui. Les élus s'interrogeaient entre autres sur les modalités et l'organisation en cas de décès et d'inhumation de personnes atteintes de Covid-19. Je vous propose d'écouter le maire de Mahina et le président du pays, interrogés par Marcel Bonneau. Nous nous interrogeons quant à la sécurité de nos propres policiers municipaux. Que faire quand un décès survient dans une famille? Quelle est la procédure pour procéder à l'inhumation des décédés? C'est une compétence du maire. Cette compétence-là peut-elle être attribuée à ses adjoints au moment de la fermeture du cercueil? Il y a beaucoup de contraintes malgré tout sur la gestion des salles de sport, il y a des activités annexes qui font partie du package du couvre-feu. Il fallait qu'on en parle avec les maires. Donc, le haut-commissaire doit sortir son arrêté. Je pense que ce sera fait d'ici ce soir, mais je crois que lui-même attend des précisions de Paris. Une traduction signée Thomas Teri Teporo Uarai. Et les chiffres continuent de progresser. 548 cas actifs supplémentaires ont été comptabilisés ces dernières 48 heures. À ce jour, 78 patients sont hospitalisés au CHT de Taoné, dont 17 en réanimation. On a passé la barre des 20 décès. Depuis le début de l'épidémie, certains patients qui ne sont pas sortis indemnes de leur séjour en soins intensifs sont pris en charge par le centre de jour Ora à Pirée, un service qui fonctionne à plein régime face à la hausse du nombre d'hospitalisations. Chiquita Darouzès, Hiroterorotua. Naya et Sylvain ont tous les deux été des patients Covid. Sylvain a passé 14 jours au service de réanimation, puis 2 jours en pneumologie avant d'arriver ici. Quant à Naya, ce sportif n'aurait jamais cru être un jour touché. Mais le virus a eu raison de lui en pleine séance de sport. C'est la fatigue. Quand j'ai ressenti ça, j'ai jamais ressenti cette fatigue auparavant. Hein. Après ma séance, j'ai senti que je ne pouvais pas rester assis, qu'il fallait que j'aille m'allonger. Il fallait que j'aille m'allonger. Et ça s'est commencé par ça. Après l'essoufflement. Au début, quand tu es hospitalisé, tu as peur.
Mais après, au bout de 2 semaines, le Covid il est parti. C'est la suite, ça, la réhabilitation, à travailler les poumons. Là, c'est vraiment dur. À la maison, je vis avec de l'oxygène. Pendant le transfert, l'oxygène. Et je suis 24 sur 24, je vis sur l'oxygène. Et personnellement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour mieux comprendre la souffrance de nos 2 malades, l'hôpital universitaire de George Washington a publié une vidéo en 3D des dommages subis par les poumons d'un patient atteint du Covid-19, visible ici en jaune. Outre les symptômes, fièvre, toux, fatigue, perte de l'odorat et du goût, les alvéoles pulmonaires et les circuits vasculaires qui les entourent sont touchés. Donc en fait, dans le Covid, ce qui est vicieux, c'est qu'il faut aller chercher les signes indirects du manque d'oxygène. Parce que normalement, on est essoufflé quand on manque d'oxygène, mais pas dans le Covid. Depuis 2 semaines, à raison de 2 heures par jour, Naya et Sylvain suivent une rééducation. Kinésithérapeutes, cardiologues et psychologues les accompagnent jour après jour à retrouver leur souffle, grâce à des exercices de respiration suivis de petites activités physiques minutées, mais attention, à toute petite dose. Le gros problème qu'il y a, c'est que le patient n'est pas toujours conscient de son manque d'oxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut très bien manquer d'oxygène sans être essoufflé. Donc il y a un vrai danger sur qu'est-ce que le patient a le droit de faire ou de ne pas faire, parce que lui-même n'en est pas conscient. Et c'est pour ça que si jamais on ne contrôle pas ce qui se passe au niveau de la baisse d'oxygène dans le sang quand le patient fait un effort, s'il ne sait pas combien de temps il peut marcher, il peut très bien faire une syncope chez lui. Si les médecins sont toujours en phase d'observation de la maladie pour le moment, le suivi psychologique reste un aspect primordial de la prise en charge. Le Covid, c'est comme un stress, un traumatisme qui fait qu'on a du mal à s'en remettre parce qu'on ne s'attendait pas à être soudainement touché et de sortir avec des bouteilles d'oxygène. Une prise en charge de l'anxiété du patient et même de sa famille qui est très importante. C'est ce que l'on fait ici à travers l'hypnose, la sophrologie, des groupes de parole. Aujourd'hui, Naya et Sylvain n'ont qu'un message, à savoir ne pas prendre le Covid-19 à la légère. Après leur rééducation ici, ils espèrent juste retrouver une activité et une vie normale. Quid des salles de sport dans ce contexte de crise? Certaines d'entre elles sont menacées de fermeture. Alors que leurs charges mensuelles sont particulièrement importantes, les gérants redoutent un couvre-feu synonyme de mort. Ils l'ont écrit dans un courrier adressé à Dominique Sorin. Jeanne Fanariotis, Jérôme Lee. À raison de 150 utilisateurs par jour, cette salle de sport ne lésine pas sur les produits d'hygiène. Alors Yann, ce sont des gestes qui sont devenus aujourd'hui votre quotidien? Oui, tous les jours, tous les matins, avant de commencer autre chose, on nettoie les machines. Idem pour les utilisateurs, tous sont équipés du nécessaire de nettoyage. On est obligé de se soumettre à ce qui a été dit. Bon, de prendre une serviette, de prendre le produit pour désinfecter à chaque fois, quand on utilise chaque appareil, chaque haltère, et pour pouvoir respecter que celui qui va venir après. Coût de la pratique. Pas moi, j'en ai pour 100 000 francs à peu près par mois en produits, puisque j'ai du monde. Les machines n'ont jamais été aussi propres qu'avant. Et malgré tous ces efforts, les 18 salles de sport de Polynésie font les frais de ce couvre-feu. Ils le dénoncent dans un courrier adressé au haut-commissaire. Nous, on a essayé de se battre, on a essayé d'apporter toutes les solutions qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est à eux de nous proposer une solution. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous? Parce que là, si on ferme lundi, on est mort. À la Confédération des petites et moyennes entreprises, on ne compte plus les sollicitations d'entreprises. Elles viennent frapper à leur porte dans l'espoir d'être écoutées. On a beaucoup d'entreprises qui ont répondu présent à l'appel du pays et du Haut-Commissariat pour les aides, pour être éligibles aux aides. Et puis on s'aperçoit que beaucoup d'entre elles aujourd'hui n'ont toujours rien touché et pourtant étant éligibles. Donc ça pose un vrai problème de trésorerie pour beaucoup d'entre elles. Quid donc des salles fermées ou ventilées, car la nuance est de taille. C'est sur ce point précis que pratiquants et gérants attendent des éclaircissements.
Autre inquiétude, elle concerne les roulottes qui font en général leur chiffre d'affaires le soir. L'entrée en vigueur du couvre-feu, c'est un coup dur pour ces professionnels. Nous rejoignons tout de suite Stéphane Ratino à Punaoya. Bonsoir Stéphane, quelles sont leurs préoccupations ? Caroline, effectivement, la question ce soir, c'est la question de la stratégie. Comment faire pour passer ce moment pour le monde de la restauration et pour l'univers des roulottes? Ce n'est pas simple parce qu'on sait évidemment que la situation risque d'obérer le chiffre d'affaires de ces professionnels. D'autant qu'il y a une réalité également qui se joint à la réalité sanitaire, c'est la réalité un petit peu du pouvoir d'achat. Le contexte socio-économique est difficile. Et si on prend le résultat, le travail ici de la roulotte Marie-Claire à Punaoya, il y a quelques éléments qui sont significatifs. Un mois de juillet qui a été un peu délicat, un mois d'août satisfaisant, un mois de septembre plutôt gris, puis un mois d'octobre qui commençait plutôt bien. Arrive tout d'un coup ce couvre-feu. On a un invité avec nous, vous le voyez, Ivano, employé de la roulotte. Ivano, alors, quel est votre état d'esprit, vous, en tant que salarié des roulottes ce soir, à la veille de ce couvre-feu? Vous êtes inquiet? Oui, on est un petit peu inquiet. Déjà en ce moment, avec le Covid-19 qui s'est passé, il y a eu beaucoup de baisses. Et là, nous aurons encore beaucoup de baisses. Justement, une question, comment vous allez vous organiser pour répondre à la demande des clients, si les clients viennent? Est-ce que vous allez changer, j'allais dire, de planning de travail? Oui, nous allons changer le planning de travail. À l'époque, on ouvrait à partir de 17h jusqu'à 23h. Et à partir de demain, on ouvre à partir de 16h jusqu'à 20h30. Vous pensez que la clientèle va venir plus tôt pour... il y a des gens qui arrivent d'ailleurs pour commander, pour justement venir chercher les plats et manger à la maison en famille? Oui. Les gens, ils vous disent quelque chose, ils sont inquiets ou la vie semble normale quand ils viennent ici récupérer le maha? En fait, là, je viens de discuter avec les clients et je n'ai pas eu de retour encore. Du coup, j'essaie de les prévenir au maximum aux clients, à nos chères clientèles, et voilà. Comment on fait pour résister? Comment on peut faire face? On se dit quoi? Qualité, sourire? Quel est l'argument pour faire venir les gens dans ce moment si délicat? On est obligé de prendre notre courage à deux mains et de continuer de travailler encore et encore plus. Dernière question, est-ce que vous avez la dérogation pour demain soir rentrer après 21h, heure du couvre-feu légal? Nous avons déjà la dérogation dès ce soir même, en cas où les gendarmes sont déjà là au bord de route à partir de minuit. Merci beaucoup. Voilà donc la situation. On essaie de faire face. Situation difficile, mais comme vous le voyez, les employés veulent continuer à aller de l'avant. Bonne soirée, Caroline. Merci Stéphane. Et les vacances d'octobre ont débuté pour les élèves de Polynésie. Certains d'entre eux vont pouvoir rentrer dans leurs îles d'origine. Alors en cette période délicate au niveau sanitaire, c'est l'occasion pour les autorités de tester les aménagements prévus à cet effet. Ils sont différents d'une île à l'autre, comme l'a constaté Brigitte Olivier sur ces images de nos correspondants. Retour à Wappo pour 5 étudiants en provenance de Ivaoa. Le virus a atteint l'île où ces jeunes sont scolarisés, alors dès leur arrivée, ils ont droit à un petit rappel de ce que l'on attend d'eux. Les gestes barrières, se laver les mains, le port du masque. De rester isolés à la maison au moins 7 jours. Ensuite, s'ils ont des symptômes, soit de rester quelques jours de plus ou appeler le dispensaire. Le père d'une de ses élèves sait quant à lui ce qu'il a à faire. On verra dans 7 jours si ça passe bien et on pourra rencontrer au moins des amis, mais pas trop. À Rimatara, aux Australes, ce sont 40 élèves scolarisés qui arrivent dans un vol spécialement affrété. Il est recommandé aux parents de les garder à la maison durant une semaine et c'est un contrat moral qui a été passé avec eux. Il n'y aura pas de disposition particulière, mais il y aura un rappel. Comme je le fais tout le temps à chaque arrivée, il y aura un rappel pour ces élèves qui n'aillent pas se promener dans toute l'île, qui restent chez eux. Voilà tout ce qu'on peut dire. Situation plus délicate à Tupuai, où des lycéens arrivent du Diadème à Tahiti, fortement touchés par l'épidémie. Des mesures de précaution sont prises à l'arrivée. Les élèves ont été testés, les résultats sont attendus d'ici demain. Et ici aussi, le maire compte sur le civisme des parents. On n'a pas prévu un lieu de confinement. Non, c'est chaque parent qui prendra la responsabilité de veiller sur ces élèves qui reviennent surtout les élèves de Diadème, du lycée Diadème.
À Rangiroa, le maire a anticipé en appelant tous les parents qui font revenir leur enfant pendant les vacances. On m'a dit qu'à l'aéroport, il y allait avoir des guides sanitaires qui allaient être présents, ainsi qu'une personne du service de l'ordre, afin d'expliquer aux élèves qui rentrent de Tahiti comment bien faire les choses pour pouvoir protéger toute la population de Rangiroa. Enfin, Hao, sur l'atoll, les autorités sont traumatisées de détenir les premiers cas de contamination dans les îles. Mais cette fois-ci, les élèves en vacances viennent de zones non contaminées comme Rikitea et Makemo. Quant à la Remiti, il est affrété pour ramener les collégiens à Amanu et Marokko. Refusant de s'exprimer face caméra, Madame le maire, Iseult Butcher, indique que ses craintes, elle les réserve surtout pour les vacances de Noël, car de nombreux lycéens rentreront alors de Tahiti. Oui, et pour clore ce chapitre consacré à la crise sanitaire, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez tout contact non indispensable. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 44 155 000 ou le 15 en cas d'urgence. Un homme de 55 ans est décédé hier soir à Taravao au cours d'une bagarre sur fond d'alcool et de jalousie. Selon Tahiti Info, un individu a d'ores et déjà été placé en garde à vue. Une autopsie sera réalisée lundi pour déterminer les causes exactes de sa mort. Il réside en Nouvelle-Calédonie et va tenter de gagner l'un des plus vieux et prestigieux trophées sportifs au monde, la Coupe de l'America. Martin Fischer, architecte naval, travaille pour l'équipe italienne Luna Rossa. Cette semaine, il est en Nouvelle-Zélande où il réceptionne l'incroyable bateau de son équipe. Martin Charmasson et Christian Favnek l'ont rencontré avant son départ. Regardez. Ils sont tellement pointus et fragiles que même leurs propriétaires dépensant des fortunes pour les voir triompher ne sont pas autorisés à monter à bord. Les bateaux de la Coupe de l'America sont des bijoux d'une envergure hallucinante, censés survoler la mer, si possible à une vitesse 2 fois supérieure à celle du vent. Le team Luna Rossa a récemment transporté son ovni de Cagliari en Italie à Auckland en Nouvelle-Zélande. Un transfert incroyable pour participer à la plus vieille compétition sportive au monde. Un probable challenge qui concerne cet habitant de la vallée du Tyr à Nouméa. Pour le défi italien, Martin Fischer a négocié avec les Néo-Zélandais, tenants du titre, le format de la prochaine Coupe de l'America. Cette fois-ci, ce sont des monocoques de 21 mètres à peu près, qui pèsent 6,5 tonnes, avec l'équipage 7,5. Et avec un mât de 26 mètres, les bateaux maintenant sont plus puissants, beaucoup plus impressionnants, je dirais. Ce sont vraiment, quand on voit ça sur l'eau, ça impressionne, c'est vraiment quelque chose. Martin, d'origine allemande, est un acteur de cette prouesse. Architecte naval, il a participé à la conception du bateau Prada Pirelli. 105 personnes ont travaillé au total sur ce monstre des mers, pensé et fabriqué pour rester le moins de temps possible dans l'eau. Le but, c'est vraiment de voler 100% du temps, et c'est-à-dire pas seulement pendant la navigation en ligne droite, mais aussi pendant les manœuvres, donc pendant les virements bord, pendant les empannages. On doit être tout le temps, dès du départ, on doit être, si on veut gagner, essayer d'être tout le temps dans l'air. La Coupe de l'America, une course à part d'une exigence extrême. Première régate d'essai à la mi-décembre, qualification à partir du 15 janvier et finale en mars. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information, l'entrée en vigueur du couvre-feu à partir de demain soir sur Tahiti et Moorea. Il sera donc effectif de 21h à 4h du matin. Une nécessité selon les instances sanitaires alors que la barre des 20 décès est franchie avec 548 cas de Covid supplémentaires en 48 heures. Voilà pour l'info du jour. Merci de rester fidèle à la première. Demain soir, vous retrouverez Ayata Tarahu. On se quitte sur des images du Twin Otter qui se pose sur la piste de Wapo. Très belle soirée. Tova